Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie, dans cette troisième vidéo pour comprendre le thème astral et ses méthodes d'analyse et d'interprétation. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, pour comprendre d'abord le dessin de la carte du ciel, mais aussi à quoi sert un thème astral dans la vie, et puis pour comprendre également la symbolique de base du zodiaque, des planètes et des maisons, je vous conseille de les voir avant de vous attaquer à celle-ci. À la fin de cette troisième vidéo, vous aurez une idée sur ce que sont les dignités et les maîtrises planétaires, mais aussi les aspects, et j'espère que vous aurez donc une vision globale sur les méthodes qu'utilise l'astrologue pour analyser et interpréter un thème astral. À la fin de cette vidéo, j'y ajoute aussi des conseils et des mises en garde qui vous serviront autant avant de choisir une formation que si vous souhaitez commander votre thème astral et pour choisir votre astrologue dans les meilleures conditions possibles. Donc commençons déjà cette troisième partie par les maîtrises planétaires et les dignités planétaires. Donc la plus importante des dignités planétaires, c'est celle qu'on appelle le domicile ou la maîtrise planétaire. En fait, chaque signe du zodiaque a une planète qui est dite maîtresse ou de maîtrise. Autrement dit, chaque planète a un ou deux signes, pour certains, dans lesquels elle se trouve en domicile. C'est par analogie et par proximité de leurs énergies respectives. C'est là, en fait, où la planète peut se sentir en quelque sorte comme chez elle. Une planète qui se trouve dans son signe de maîtrise, ou alors en domicile, peut donc déployer toute son énergie sans encombre, sans contrainte, parce que leurs énergies sont proches entre celles de la planète et de ce signe. Vous avez donc sous les yeux le zodiaque avec les domiciles de chaque planète, ou les maîtrises. Vous pouvez donc constater que les signes du Scorpion, du Verseau et des Poissons ont deux astres qui sont inscrits. C'est parce qu'en fait, avant la découverte d'Uranus, Neptune et Pluton, les anciens accordaient la maîtrise de ces signes à Mars pour le Scorpion, à Saturne pour le Verseau et à Jupiter pour les Poissons. Il est tout à fait pertinent de continuer à les utiliser, conjointement ou non, aux planètes transsaturniennes, donc aux nouvelles planètes, Uranus, Neptune et Pluton. Mais au vu du nombre de données qui sont à prendre en compte dans un thème astral, surtout si vous débutez, je vous conseille de réduire au maximum les données pour ne pas compliquer davantage le travail de synthèse de toutes ces données, qui est quand même assez compliqué, surtout quand on débute. Vous voyez aussi que Vénus et Mercure ont aujourd'hui toujours deux signes de maîtrise. Alors Roland le Grand, par exemple, a choisi par la pratique de définir l'astéroïde Chiron en tant que maître de la Vierge et l'astéroïde Vesta en tant que maître de la Balance. Vous avez le choix, mais pour le reste, si vous débutez, en tout cas, je vous conseille vraiment de vous en tenir aux planètes et d'attendre que vous soyez plus à l'aise avant d'utiliser les autres astéroïdes. Il y a des explications pour les choix de ces maîtrises, mais je ne vais pas m'étendre et rentrer ici dans les détails. Voilà. Puisque les planètes ont des signes dans lesquels elles se sentent à l'aise, elles se sentent comme chez elles, donc en domicile, il y a donc aussi des signes qui ont une énergie si différente de celle des planètes que justement les astres se sentent au contraire un petit peu moins à l'aise. Ces planètes sont comme contraintes ou limitées dans le déploiement de leurs énergies propres. En fait, le signe qui se trouve opposé, donc en face, à celui du domicile d'une planète, il est appelé, ce signe, le signe d'exil de la planète. Vous avez la liste sous les yeux des exils des planètes. Un exil, c'est un petit peu comme en fait, vous, si vous vous trouviez chez quelqu'un que vous appréciez pas vraiment, ou alors du moins qui serait vraiment très différent de vous, eh bien vous aurez peut-être un petit peu du mal à vous sentir à l'aise pour être vous-même chez cette personne. C'est la même chose pour une planète en exil. Étant contrainte dans son expression et limitée dans le déploiement de son énergie propre, elle se voit soumise dans son action à la planète qui maîtrise le signe où elle se trouve. Au même titre que quand on est chez quelqu'un, on se soumet, du moins en général, aux règles de l'autre qui nous accueille. Vous pouvez constater à l'écran que pour l'exil des planètes, comme pour l'exaltation et la chute qui vont suivre,
juste après, on utilise les planètes traditionnelles, sans utiliser les transsaturniennes, donc Uranus, Neptune et Pluton. Mais rien ne vous empêche d'étudier le sujet et puis de les utiliser. Pour l'exemple donc, Mars, qui est en domicile en Bélier, se trouve donc en exil quand il est en Balance, dans le signe qui est en face, opposé au signe du Bélier. En effet, cette planète d'action, de spontanéité, voire même d'impulsivité, voit son énergie quand même limitée dans ce signe diplomate et plus équilibré de la Balance, qui pousse donc plus au partage, qui restreint un petit peu l'individualisme. Mars, en Balance, ne peut pas user à sa guise de son énergie impulsive, ce qui peut parfois le pousser à l'indécision d'ailleurs dans ce signe, en réduisant du même temps le côté guerrier et belliqueux que peut provoquer par exemple un Mars en Bélier. Mars en Balance est alors soumis à l'influence de Vénus qui a maîtrise sur la Balance. Ensuite, au-delà des signes de maîtrise et d'exil que l'on vient de voir, il existe aussi des signes d'exaltation et de chute des planètes. Vous avez actuellement la liste sous les yeux des lieux d'exaltation des planètes, avec la particularité de Mercure qui est à la fois en domicile et en exaltation en Vierge. Voilà. Quand une planète se trouve dans son signe d'exaltation, elle se voit en quelque sorte boostée, elle est comme dynamisée, voire même parfois poussée aux extrêmes. L'astre, qui se trouve alors un petit peu comme un roi sur son trône, extériorise son caractère parfois d'une manière sans contrôle, avec une plus grande puissance. Et tout comme c'est le cas pour les domiciles et les exils, eh bien le signe qui se trouve en face du signe d'exaltation d'une planète se voit alors devenir son lieu de chute. Une planète qui se trouve en chute est un petit peu comme humiliée. Ça peut la pousser parfois à extérioriser plus facilement ses défauts que ses qualités. Elle subit comme une perte de puissance, une restriction de son action, c'est un petit peu comme un engourdissement de son énergie propre et de sa force. Vous avez donc la liste sous les yeux des planètes en chute. Pour retenir ces lieux, c'est très simple. En fait, une fois que vous connaissez par cœur votre zodiaque, il vous suffit juste de retenir les lieux de domicile, donc les lieux de maîtrise et d'exaltation des planètes. Parce que pour connaître les lieux d'exil et de chute, eh bien, ce sera les signes qui se trouveront en face de ces lieux-là. Voilà. Donc, quand on analyse un thème astral, il faut prendre en compte si la planète se trouve en domicile, en exil, en exaltation ou en chute pour en faire l'interprétation, avec une plus grande importance quand même sur les lieux de domicile, sur les maîtrises, parce que il y a même certains astrologues qui n'utilisent pas les exaltations, exil et chute. Voilà. Et pour la suite que je vais présenter maintenant, on utilise seulement les domiciles, les lieux de domicile. Je ne vais pas évoquer ici les dominantes planétaires ni les almutènes. Donc si ça vous intéresse, regardez sur internet. En fait, les dominantes planétaires, c'est quand une planète se voit plus en dignité, une planète qui est dans son signe et puis qui peut être par exemple dans les maisons angulaires, voilà, qui a une plus grande force dans le thème astral, eh bien déploiera plus son énergie au sein même de la personne. Donc je vous conseille de regarder sur internet. Il existe aussi de nombreux livres pour comprendre les dominantes planétaires et les almutènes. Les almutènes, c'est encore un petit peu différent. Il y a des calculs que nous ont laissés les anciens pour les calculer. C'est dans le même titre que les dominantes planétaires. C'est pour voir quelle planète domine. Mais bref, je vous laisserai compléter cette recherche par vous-même. Donc maintenant que vous connaissez les domiciles des planètes, c'est le premier que j'ai présenté, donc les maîtrises, je vais pouvoir vous expliquer comment on s'en sert pour analyser aussi les maisons, donc les différents domaines de vie. Parce que chaque maison se trouve donc forcément dans un signe. En règle générale, pour voir dans quel signe se trouve la maison, on regarde où se trouve la cuspide de la maison, c'est-à-dire là où la maison débute, pour établir le signe de la maison en question. Parce que souvent les planètes les maisons se trouvent à cheval sur deux signes. La planète qui est maîtresse du signe dans lequel se trouve cette maison, donc dans lequel débute même cette maison, se voit donc devenir la planète maîtresse de la maison en question.
Donc je me répète, mais pour cela, on prend en compte le domicile uniquement, hein, les maîtrises, les domiciles des planètes. Il faut savoir aussi que c'est là où débute la maison, donc proche de sa cuspide, que les énergies sont les plus fortes. C'est pour ça qu'on choisit donc le signe où débute la maison pour prendre le signe de cette maison. Parfois, on trouve aussi des maisons qui contiennent un signe complet, donc un signe dans lequel on ne trouve aucune cuspide de maison, là où aucune maison ne débute. On appelle ça un signe intercepté. Et donc le signe qui sera opposé à ce signe-là sera également intercepté. Donc c'est aussi intéressant à analyser quand on interprète un thème astral en tant qu'axe intercepté. Sur le thème que vous avez sous les yeux, par exemple, c'est l'axe bélier-balance qui est intercepté. La balance est interceptée en maison 6 et le bélier est intercepté en maison 12. Donc, dans un thème, chaque maison a une planète maîtresse. Et dans l'analyse d'une maison, pour voir de quoi il en retourne à propos de ce domaine, on regarde donc le signe dans lequel débute cette maison. De là, on peut déjà tirer quelques informations. Et ensuite, on regarde où se trouve placée la planète maîtresse de cette maison dans le thème. C'est-à-dire dans quel signe, dans quelle maison et quels aspects reçoit cette planète en question. Donc, en fonction de la position du maître de la maison dans le thème, on peut affiner l'analyse et faire des liens entre différents domaines de vie entre eux. On dit que le maître d'une maison emporte les attributs de la maison qu'il maîtrise dans celle où il se trouve. Pour l'exemple, avec le thème de Nikola Tesla que vous avez sous les yeux, pour analyser l'ascendant, donc la maison 1, on doit prendre en compte que d'abord l'ascendant se trouve en Taureau et que l'on trouve aussi dans cette maison 1 Pluton et Uranus, donc Pluton qui est donc maître de la maison 7 et qui est conjoint à cet ascendant, que Pluton est aussi au sextile, même au sextile partile, donc exact, de Saturne qui est en maison 3 et Saturne qui maîtrise la maison 10. On prend donc en compte le fait qu'Uranus, qui se trouve donc aussi en maison 1, est maître de la maison 11. Et pour la maîtresse de cet ascendant, donc Vénus, qui est à maîtrise sur le Taureau, eh bien elle se trouve en Cancer et en maison 3, mais aussi proche du fond du ciel et conjoint au Soleil. Le Soleil qui est donc lui-même aussi maître de la maison 5. Et que cette Vénus, qui est maîtresse de la maison 1, se trouve aussi au carré exact, donc en tension, avec la Lune, qui est maîtresse de la maison 4, et au carré, donc aussi en tension, de Mars, qui est maître de la maison 12, puisque le Bélier est intercepté en maison 12. Donc il faut faire une analyse conjointe de toutes ces données. Vous comprenez maintenant pourquoi une interprétation sérieuse demande un temps considérable d'observation et d'analyse du thème, pour parvenir à faire une synthèse cohérente de toutes ces données. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur les maîtrises planétaires, on va pouvoir passer aux aspects que je viens d'évoquer, donc les carrés, les tensions qui sont présentes entre plusieurs planètes, les tensions ou alors les liens d'affinité. Donc ces aspects sont donc les traits colorés que vous trouvez au centre de votre thème et qui relient certaines planètes entre elles. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet non plus parce que avec ces 3 vidéos ça fait déjà beaucoup d'informations et c'est déjà assez long. Mais comprenez simplement que les aspects représentent en quelque sorte la façon dont communiquent les planètes entre elles en fonction de leur position dans le zodiaque et selon des degrés d'écart entre elles qui sont spécifiques. Il existe des aspects que l'on dit harmoniques et d'autres que l'on dit dissonants. J'utilise pas les termes de positif et négatif, on peut trouver parfois ces termes-là, mais ça laisserait à penser qu'il y a une notion de bien et de mal, or ce n'est pas le cas. C'est vraiment en termes d'énergie, en termes énergétiques qu'on parle, et pas en termes de morale. Les aspects harmoniques d'abord, ou bénéfiques, on voit aussi parfois, ce sont les traits qui sont en général bleus, et ces aspects indiquent que les planètes qui sont reliées par ce type de communication se soutiennent entre elles dans leurs énergies. C'est comme un petit peu si leurs énergies allaient dans le même sens, en quelque sorte. On trouve dans cette catégorie d'aspects harmoniques les astres qui sont séparés de 60 degrés.
C'est ce qu'on appelle un sextile. Et aussi les astres qui sont espacés de 120 degrés. Ça forme ce qu'on appelle un trigone. Le trigone, il est facile à reconnaître parce que ce sont des astres qui se trouvent dans des signes de même élément, comme on a pu le voir dans la vidéo 1, dans la première partie. La conjonction, qui est un autre aspect, est facile à voir également parce qu'en fait elle concerne deux astres ou plus qui se trouvent au même endroit dans le thème. Ces astres sont donc collés ou alors espacés de quelques degrés d'écart. C'est ce qu'on appelle une orbe. Quand il y a quelques degrés d'écart entre les aspects, par exemple quand c'est pas 120 degrés exact mais que c'est 123 degrés, où on tolère en fait pour les aspects un certain degré d'orbe, donc d'écart par rapport à cet angle exact. Voilà, avec quand même une plus grande importance pour les aspects que l'on dit partiels ou exacts, c'est-à-dire donc au même degré. La conjonction donc est en général dite bénéfique, mais en réalité elle dépend des astres qui sont concernés, parce que ça peut provoquer vraiment de fortes tensions ou des déséquilibres au sein de la personne. Par exemple, une conjonction qui comprend les planètes Mars, Uranus ou Saturne peut être vraiment difficile à gérer pour la personne. Il existe aussi d'autres aspects que l'on appelle cette fois dissonants ou conflictuels, donc ceux que certains appellent aussi négatifs. En fait, ces aspects indiquent une tension. C'est comme un désaccord entre les énergies des astres qui sont concernés en fonction de l'endroit où elles se trouvent. Ces tensions demandent en fait un rééquilibrage, un effort ou alors parfois un travail d'acceptation pour les travailler, pour atténuer ces tensions. Mais ce sont finalement les tensions dans la vie qui nous poussent finalement à chercher, à changer les choses, à évoluer, à nous transformer pour améliorer nos conditions et notre existence. Sans ça, on aurait une vie insipide. Si on n'avait aucune tension dans la vie, ça serait plutôt le statu quo qui régnerait en maître. Donc c'est pas intéressant. Il faut comprendre que les aspects de tension, les aspects qui sont dits dissonants, font partie du cycle normal des choses et des cycles planétaires. Ils ne sont donc pas mauvais en soi. Ils doivent être acceptés au même titre que les autres aspects, puisque ça fait partie des cycles normaux des choses. On trouve donc principalement dans ces aspects dissonants l'opposition, donc c'est-à-dire celle qui sépare deux astres de 180 degrés. Ces deux astres se font donc face. C'est aussi facile à reconnaître dans un thème. Et le deuxième aspect principal de tension, donc aspect dissonant, c'est ce qu'on appelle le carré, qui sépare deux astres de 90 degrés. C'est-à-dire que ces astres-là se trouvent dans des signes de même qualité, donc cardinal, fixe ou mutable. Ça, c'est ce qu'on a vu au début dans la première partie, dans la première vidéo. Il existe d'autres aspects secondaires que je ne vais pas aborder ici. Les semi-sextiles, les sesquicarrés, voilà. Mais en fait, les aspects principaux sont vraiment les plus importants à utiliser, surtout si vous débutez l'astrologie. Les aspects secondaires, comme le quinconce ou voilà tous les autres, pourront être utilisés plutôt dans un sens d'approfondir l'analyse. Voilà. Mais pour simplifier, vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment important de commencer en réduisant un maximum le nombre de données, en prenant vraiment la base du thème astral pour éviter de vous donner une synthèse trop compliquée. Comme on l'a vu aussi dans la vidéo précédente, quand on veut simplifier un thème astral, on dit donc que la planète représente en quelque sorte le quoi, que le signe représente le comment et que la maison représente le où. Et bien dans ce cas-là, les aspects en seraient en quelque sorte le pourquoi. Une planète qui est aspectée peut voir son énergie complètement changer par rapport à son énergie propre dans le signe où elle se trouve, en fonction des aspects qui la touchent, en fonction des planètes et des aspects qui vont l'influencer. Donc ils sont aussi essentiels dans l'analyse, au même titre que les maîtrises que l'on vient de voir, mais aussi donc des positions planétaires et puis voilà, de tout ce qu'on a vu dans la première et la deuxième vidéo. Vous avez maintenant, en tout cas je l'espère, une vision plus claire de ce que représente un thème astral, son analyse et son interprétation, et donc aussi sur la richesse et la complexité des informations qu'il contient.
tout ce que j'ai expliqué dans ces vidéos, c'est apprendre conjointement. C'est vraiment avoir le thème d'une manière globale, en prenant ce thème comme un archétype en lui-même, pour pouvoir interpréter les messages qu'il contient. Au début, on a toujours tendance à vouloir faire une suite de définitions, une liste, une suite de définitions, et puis d'essayer d'interpréter tout ça, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que vous allez vous retrouver avec beaucoup de contradictions. Chaque thème est unique et il faut essayer vraiment de rentrer dans ce thème en le regardant et en essayant vraiment de méditer dessus pour voir ce qu'il en ressort, pour voir ce qui va dominer comme énergie. Donc, c'est pour ça, bien sûr, qu'on ne devient pas astrologue du jour au lendemain, c'est évident. On continue même à apprendre tout au long de notre vie, tant la richesse de ce langage est quasiment infinie. C'est aussi pourquoi ceux qui choisissent d'étudier et de pratiquer cet art, ou cette science, hein, appelez-la comme vous voulez, mais on ne s'ennuie jamais en fait. On s'y voit voué avec une passion parce que on n'a jamais assez d'une vie pour tout apprendre, tout connaître et tout comprendre. On évolue toute notre vie en astrologie. Donc vous voyez aussi que l'astrologie, ce n'est pas un don, ce n'est pas de la voyance ni de la médiumnité. Donc tous ceux qui souhaitent vraiment l'apprendre peuvent l'apprendre s'ils s'en donnent les moyens. C'est un art ou même un langage que l'on apprend à comprendre. Tout comme un apprentissage, entendez-le en un mot ou en deux mots, comme vous voulez, il demande du temps et du travail. Mais c'est un guide précieux dont je trouve quand même dommage de se priver. À mon sens, on devrait même l'étudier ou en tout cas l'enseigner à l'école dès le plus jeune âge. Et à mon avis, il serait beaucoup plus utile que certaines matières que l'on va apprendre et puis que dès qu'on aura quitté l'école, on aura oublié et dont on ne se servira jamais dans notre vie. Donc si vous souhaitez vraiment apprendre l'astrologie, franchement, lancez-vous. C'est comme apprendre une autre langue. Quand on commence à parler une autre langue, on se sent vraiment ridicule parfois. On a l'impression de s'exprimer comme un enfant de 4 ans, on ne comprend rien de ce que les autres nous disent. Et puis en persévérant, arrive un jour où on peut même rêver dans cette autre langue. C'est pareil pour un instrument de musique. Quand on commence à apprendre un instrument de musique, on peut avoir l'impression de jouer quelque chose qui ressemble à l'égorgement d'un cochon. Mais non, en fait, quand on travaille et quand on insiste, eh bien on finit par jouer de mieux en mieux et on développe notre talent. Les déclics viendront si vous gardez le cap, si vous pratiquez régulièrement, bref, si vous persévérez. Percez et vous verrez, disent les alchimistes. L'astrologie nous conduit vers une vision plus philosophique et plus spirituelle de la vie. Pour moi, c'est vraiment un outil de sagesse que nous ont légué les anciens et qui change complètement notre vision de la vie en général. J'en arrive maintenant aux quelques conseils et mises en garde qui seront utiles autant pour ceux qui souhaitent se former et apprendre que pour ceux qui veulent faire appel à quelqu'un pour traduire leur thème et par là s'épargner ces heures et ces années d'apprentissage avant de pouvoir comprendre leur thème. Donc, il vous faudra faire preuve de lucidité et de discernement, que ce soit pour bien choisir votre astrologue ou pour bien choisir votre formation et éviter d'être déçu par exemple. Je m'explique. Un astrologue, c'est tout simplement en fait un traducteur du langage du ciel. Il est donc amené à vous traduire ou à vous enseigner uniquement ce que ses connaissances et ce que son niveau de conscience lui permettent de comprendre. Autrement dit, une mauvaise expérience avec un astrologue ne discrédite pas l'astrologie, mais montre bien simplement un décalage ou alors un mauvais choix de traducteur. Si vous demandez la traduction d'un texte de Shakespeare, par exemple, à quelqu'un qui parle anglais comme une vache espagnole, bah vous serez déçu, voilà. Mais vous n'allez pas dire, bah tiens, Shakespeare, c'est moisi. Parce que, enfin, faites pas cette erreur-là avec l'astrologie, s'il vous plaît, ne tombez pas, enfin, si vous tombez sur un mauvais astrologue, en tout cas, qui n'est pas assez formé, par exemple, ce que je vous souhaite pas, mais ça peut arriver, ne faites pas l'erreur de penser que le problème viendrait de l'astrologie. Ça serait vraiment une erreur. Donc avant de choisir votre formation ou votre astrologue, faites vos recherches et renseignez-vous bien au préalable, parce que l'astrologie n'est pas contrôlée. Donc sur Internet, vous allez pouvoir trouver de tout. Autant des personnes qui sont vraiment très sérieuses et compétentes, des passionnés, que des Madame Irma qui vont utiliser la crédulité des gens sans prendre la peine de connaître leur sujet.
et c'est valable pour les astrologues comme pour les formations. Franchement, j'ai vu des formations, enfin certains qui proposent sans scrupule des formations et des thèmes astro à des prix exorbitants, parce qu'évidemment un thème astral ça prend tellement de temps que ça demande quand même un certain coût. On est obligé, on y passe quand même beaucoup d'heures. Donc certains proposent des thèmes et des formations sans même utiliser les maîtrises planétaires et les aspects que vous venez de voir. C'est juste pas possible. Donc renseignez-vous bien au préalable, posez vos questions, n'hésitez pas à discuter parce que l'astrologie c'est vraiment une passion. Donc la plupart des astrologues vous répondront avec plaisir. Il y a des astrologues qui sont par exemple très attachés à la méthode et donc à la connaissance traditionnelle, à l'étude de la symbolique. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu plus new age, qui vont se dire un petit peu plus intuitifs. En fait, c'est à vous de savoir ce que vous recherchez et d'être au clair avec vos attentes dès le départ. Il y a aussi un autre point, avant de faire la commande d'un thème, surtout, qui me semble vraiment important à prendre en compte, ce sont les croyances. En fait, certains astrologues sont plus cartésiens et matérialistes, même si peut-être ils sont plus rares, mais voilà, et d'autres astrologues sont plus spirituels et utilisent par exemple l'astrologie karmique. Donc, si vous ne croyez pas en la réincarnation, par exemple, évitez de choisir un astrologue qui va vous parler de vos vies antérieures, parce que là, vous allez vous dire, voilà, ça me convient pas. Et inversement, si vous êtes plus spirituel, évitez de vous tourner vers un astrologue qui est trop matérialiste et cartésien pour ne pas être déçu de la portée de son travail. Un autre point qui est très important avant de faire une commande de thème astral, eh bien, ne jouez pas aux devinettes en fait. Bon, on l'a tous fait, hein. Moi aussi, la première fois que j'ai consulté une astrologue, je lui en ai dit le moins possible. Je me suis dit, je vais rien lui dire, comme ça je vais voir ce qu'elle va pouvoir découvrir. Mais c'est parce que j'avais pas conscience de ce qu'était un thème astral en fait. C'est pour ça que je vous ai fait aussi ces 3 vidéos, que j'ai voulu dédier ces 3 vidéos à la compréhension du thème astral, comment ça se fait en fait, comment ça s'analyse, pour que vous compreniez que l'astrologie c'est pas un don et qu'on va pas pouvoir découvrir des faits et des événements précis. Donc l'astrologie, ça annonce des tendances et pas des événements. Si vous avez besoin d'une preuve qu'elle fonctionne, entre guillemets, si vous avez besoin en gros de renforcer votre vision ou votre conscience spirituelle, alors très bien, vous pouvez commander un thème astral sans rien dire du tout à l'astrologue pour voir à quel point le ciel de votre naissance peut expliquer certains comportements en vous. C'est toujours quand même intéressant et même impressionnant. Même pour nous au début, on a un petit peu besoin peut-être de cette preuve. Mais si vous souhaitez un travail plus en profondeur et plus précis sur votre vie, il vous faudra vraiment donner les détails importants à l'astrologue pour qu'il puisse mieux creuser le sujet avec vous, les sujets qui vous importent, qui vous sont importants. Par exemple, on peut voir dans un thème quelles aptitudes vous pourriez avoir dans le travail, quelles qualités et dans quelles conditions vous pourriez vous épanouir particulièrement, mais on ne peut pas deviner votre profession. Parce que comme je vous l'ai dit, le libre arbitre, il n'est pas inscrit dans le thème astral. Donc, comme on n'est pas dans votre tête, si vous avez des problématiques, si vous avez par exemple des périodes de votre passé ou des événements qui sont importants, n'hésitez pas à les communiquer à l'astrologue, ça va lui permettre de vraiment faire un travail beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant, je pense, dans l'analyse de votre vie et la compréhension de vous-même. Voilà, j'en ai donc terminé avec ces 3 vidéos au sujet du thème astral. J'espère que ça vous aura été utile pour y voir un petit peu plus clair et le comprendre de manière plus globale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail. Vous avez mon adresse sous les yeux, à l'écran et aussi dans la description sous la vidéo. Si vous souhaitez faire appel à mes services pour analyser votre thème astral, sachez que je les propose à l'écrit ou à l'oral en format audio, c'est au choix. Souvent les personnes choisissent plus le format écrit, c'est peut-être plus facile pour y revenir. Et à la fin de chaque analyse, je propose aussi des prévisions grâce au transit des astrolans pour que vous puissiez vous situer un petit peu dans le contexte actuel des énergies qui agissent donc de nombreuses années sur les domaines et les facteurs qu'ils touchent dans le thème.
après chaque analyse, je propose aussi, bien sûr, ça c'est compris dans le prix, hein, un appel qui se fait par WhatsApp parce que je me trouve à l'étranger, mais qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc il n'y a pas de temps défini, hein, c'est vous qui déciderez quand la consultation sera terminée pour qu'on puisse discuter ensemble, éventuellement de points que vous n'auriez pas compris, ou voilà, pour qu'on puisse vraiment en discuter et puis que vous soyez le plus satisfait possible de cette analyse, que vous en tiriez le meilleur parti. En tout cas, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes vraiment curieux et je vous en remercie sincèrement parce que ça fait plaisir. Merci pour votre attention et aussi pour les encouragements que j'ai pu recevoir dans les précédentes vidéos. Si vous faites partie de ces personnes, en tout cas, merci beaucoup. Ça me touche. Si mon travail et mon approche vous plaît et que vous avez peut-être si vous aviez des idées sur un sujet en particulier que vous souhaitiez que j'aborde, laissez-moi un commentaire ou alors écrivez-moi par mail. Et puis si j'ai le temps, j'essayerai vraiment de m'y attarder pour pouvoir voilà, aborder les sujets qui vous intéressent. En tout cas, tant que ça intéressera quelqu'un, ça me motivera à continuer ce partage que je fais avec vous et qui m'enrichit autant que vous. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour quelque raison que ce soit si vous avez besoin. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup à vous de vous intéresser à l'astrologie comme vous le faites. Ça fait vraiment plaisir et j'avoue avoir été étonnée par l'engouement qu'on produit les vidéos sur la conjonction de Jupiter-Uranus. Je vois qu'il y a beaucoup de gens curieux d'astrologie et c'est vraiment plaisant, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos et aussi à mettre un pouce bleu, ça c'est juste pour le plaisir si les vidéos vous ont plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, soit par message ou alors pour des prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.